Le coup de marteau. Et tout de suite, nous retrouvons Éric Denessé, directeur du CFDR. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Encore pardon pour le retard, nous avons un problème technique dès le début de l'antenne, ce qui fait qu'on a tout décalé d'une petite dizaine de minutes, il faut le dire. Alors, on commence. Aujourd'hui, vous souhaitiez revenir sur la stratégie de la tension. Finalement, on en a un petit peu parlé déjà avec Nicolas Dupont-Aignan tout à l'heure. La stratégie de la tension, selon vous, d'Emmanuel Macron, qui a un but, qui aurait un but. Oui, alors il y a un élément qui est passé en dessous les radars cette semaine, c'est l'action d'une patrouille aérienne française au large des côtes de la mer territoriale russe, le 5 mars dernier très exactement, puisque l'armée de l'air française a fait quelque chose de tout à fait inhabituel qui a malheureusement toutes les raisons d'avoir été perçu comme une provocation par les Russes. C'est-à-dire qu'on a envoyé une patrouille avec un avion de guet aérien qu'on appelle un AWACS et deux Rafales, voler près des frontières russes avec les transpondeurs coupés. Alors, les transporteurs, si vous voulez, c'est un petit peu la balise Argos des avions de combat. Et normalement, tout le monde les laisse allumer depuis le début du conflit pour prévenir la partie adverse que nous sommes à proximité de son espace aérien, pour aussi indiquer comment dire, à la circulation aérienne, c'est-à-dire à l'aviation civile, où se trouvent les avions de combat. Donc, dans la très, très grande majorité des cas, il y a quelques petites exceptions, les transpondeurs sont allumés. Le fait d'éteindre les transpondeurs est malheureusement un signal qui a été très, très mal perçu par les Russes, qui bien sûr ont détecté les avions par leur radar, et ce qui a expliqué les réactions assez véhémentes qui ont eu lieu, dont finalement la presse française n'a pas fait état, mais que la presse américaine a également très volontiers stigmatisé, puisque cet incident est arrivé en plein Super Tuesday, alors que tous les Américains étaient polarisés Hmm. sur l'élection, et qu'ils n'avaient absolument pas envie qu'une nouvelle fois le président français jette de l'huile sur le feu, ce qui lui a valu des mots doux outre-Atlantique. Malheureusement, nous n'avons pas vu une ligne de cette histoire dans nos médias, alors même qu'elle a été très commentée en Russie et aux États-Unis. Ah, d'accord. Alors, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça peut être mal interprété justement cette extinction de ces appareils de surveillance? Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les uns et les autres ne respectent pas une espèce de règle non dite qui a été établie Mmh. entre les belligérants, voilà, on peut se demander si soit c'est pour échapper au fait que l'aviation civile et donc que les sites de sources ouvertes sur lesquels nous travaillons, qui suivent en permanence les déplacements aériens, voilà, est-ce que c'est fait pour le dissimuler à l'opinion Oui. française, que c'est une forme de test de la réaction soviétique, parce que de toute façon, les radars militaires vont les déclarer. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui ne se fait pas. D'accord. Normal, c'est déjà surprenant, mais vu le niveau de conflictualité actuel, Oui, euh, faut pas on jouer à se demande ça. pourquoi Ouais. ça a été fait, et c'est très mal interprété effectivement par la partie adverse, puisque même les mêmes jours d'ailleurs, Américains, Britanniques, Suédois, qui avaient aussi des avions de renseignement électronique au large de la Russie, se sont bien gardés de le faire. Alors toujours dans cette idée de stratégie de l'attention, en tout cas de drôle de jeu qu'on ne pourrait ne pas comprendre si on veut le dire de façon peut-être un peu plus naïve, vous parlez des initiatives hasardeuses de l'Élysée qui sont, elles, toutes contestées par les alliés de l'OTAN. Oui, parce que ce petit incident que l'on a vu le 5 mars, finalement, il s'inscrit dans une logique beaucoup plus large qui a commencé mi-février avec l'accord de défense avec l'Ukraine qui doit être, je crois, rediscuté aujourd'hui à l'Assemblée, et puis les déclarations multiples d'Emmanuel Macron proposant l'envoi de troupes au sol, proposant d'aider l'Ukraine encore davantage, en disant qu'il n'y a pas de limite à l'aide à l'Ukraine. Donc tout ça est de plus en plus rejeté par l'ensemble des alliés de la France, qu'ils soient européens ou américains. Je crois qu'il n'y a pas un État qui n'a pas protesté, je dirais, contre les propos du président français, disant qu'il n'avait pas été question de ça au cours de la réunion du 26 février, disant également qu'il n'était pas question d'envoyer des forces en Ukraine. Oui. Donc tout le monde commence à être exaspéré, les Russes évidemment aussi. Et on l'a encore vu ces derniers jours, côté américain, CNN a révélé que la position américaine sur la Russie était de tout faire pour ne pas monter aux extrêmes et arriver aujourd'hui à un risque nucléaire. Donc on a une espèce de président français totalement incontrôlable qui jette de l'huile sur le feu en permanence, avec ce paradoxe que nos armées, aussi, comment dire, aussi brillantes soient-elles, nous avons d'excellentes unités, mais ne sont pas de taille, ni en effectif, ni en moyens, à participer à une guerre en Ukraine. Donc ce sont des menaces finalement qui ne sont fondées sur rien et qui
dresse tout le monde contre la France. Vraiment outre-Atlantique, on sent l'exaspération monter. Et bien sûr, on voit effectivement les critiques et les insultes même des Russes à l'égard de la personne du président Macron se multiplier ces derniers jours. Oui, mais on a du mal à comprendre. Justement, c'est également la question que je posais à Nicolas Dupont-Aignan, puisqu'aujourd'hui, il a été un des rares à prendre position officiellement contre l'aide stratégique à l'Ukraine, qui en fait contient des articles qui pourraient nous engager réellement dans une guerre otanienne contre Russie. Euh, Aujourd'hui, on a du mal à comprendre justement cette politique d'Emmanuel Macron qui tente, on a l'impression, de toutes les façons, de nous engager dans cette guerre. Oui, alors il y a quelque chose de très paradoxal. Plusieurs hypothèses se font jour aujourd'hui. Il y a peut-être un hubris personnel d'un individu devenu incontrôlable et mythomane, voulant reprendre le flambeau de la lutte entre guillemets pour la liberté, alors que même que les Américains sont en train de l'abandonner. Il y a peut-être cette espèce de, je dirais, d'hyperinflation de l'individu. Et puis, il y a une deuxième hypothèse que moi, je n'écarte pas, c'est que nous sommes dans une crise économique terrible, il faut faire des économies majeures, on a des révoltes d'agriculteurs, on Mm. a un budgétaire terrible. Et finalement, c'est peut-être là aussi une diversion. Pourquoi? Parce que si les tensions montaient et que, je dirais, le conflit se durcissait, l'hôte de l'Élysée pourrait tout à fait dire que les histoires de dette ne sont pas si importantes que la sécurité de la France, c'est continuer à creuser le déficit en distribuant de l'argent à tout le monde, ce qui lui permettrait à peu près de tenir jusqu'à la fin de son quinquennat. Je pense que c'est une hypothèse plausible. Puis j'ajouterais surtout, c'est une tactique qu'utilisent beaucoup les Américains. On l'a vu fin 2021 devant les problèmes qui existaient au Congrès, la manière dont le président Biden a fait monter en puissance l'affrontement avec les Russes jusqu'à le provoquer, tout simplement pour résoudre des problèmes internes. Donc finalement, Macron n'inventerait rien sur cet aspect des choses. Oui, et ça pourrait, si on continue de tirer cette ficelle, être particulièrement inquiétant avec, non seulement évidemment, pour régler des problèmes internes, des déclenchements de guerre, gravissimes et puis le fait que du côté, national, ça pourrait être aussi l'occasion de la mise en place de lois exceptionnelles, état d'exception, état de guerre, loi exceptionnelle contre, toutes les personnes qui pourraient être accusées d'être, des ingérents russes ou tout simplement des ennemis à l'unité nationale, dans une guerre. Oui, bien sûr, c'est le risque que l'on voit poindre, surtout avec les débats de ces dernières semaines au sein de la commission du Sénat sur les ingérences étrangères, qui doit aussi rendre, je crois, son verdict dans les prochains jours. Donc c'est une vraie crainte. En même temps, la France est tellement faible militairement que je ne la vois pas du tout en situation d'entraîner ses alliés dans une logique de cette nature. D'autant que le ministre de la Défense allemand, Pistorius, pardon, a déclaré avant-hier qu'il était temps de mettre fin aux discussions sur l'envoi de troupes en Ukraine, que David Cameron, l'ancien Premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères britannique, a dit qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes. Et puis j'ajouterais que cette nuit encore, Zelensky, dans une pirouette de communication extraordinaire, a dit que tout allait bien sur le front face aux Russes, que Oui, l'armée russe était arrêtée, oui, oui, tout à voilà, fait. voilà, que des drones frappaient en Ukraine et que donc il n'était pas besoin d'envoyer des troupes occidentales aider l'armée ukrainienne. Et il a dit texto, vous n'avez pas, vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine. Oui. Donc tout ça est assez pathétique, mais montre bien que jusque chez Zelensky, il y a un refus, probablement sur ordre de ses maîtres américains, de voir le conflit se durcir et monter aux extrêmes. Oui, d'ailleurs, on pourrait s'étonner de cette, prise de parole de Volodymyr Zelensky qui nous dit à nous, qu'on n'a pas besoin d'envoyer, nos hommes, sur le sol ukrainien. Première nouvelle de savoir que c'est à lui de décider pour nous. Oui, mais voilà, je pense que c'est beaucoup plus des ordres qui viennent de Washington pour une nouvelle fois contredire je dirais, le bellicisme d'Emmanuel Macron. Alors, un petit point sur et on continue de faire, un point sur les différentes scènes. Donc sur l'Ukraine, d'abord. Oui, alors juste un élément ou 2 qui sont intéressants. Le pape, a demandé bien sûr aux Ukrainiens, qu'il leur a expliqué qu'il était temps de négocier effectivement quand on est en situation difficile et qu'il fallait beaucoup de courage pour le faire. La réponse ukrainienne a été immédiate par le ministère des Affaires étrangères en disant: Nous n'hysserons pas le drapeau blanc car notre drapeau est bleu et jaune». Encore une fois, on voit l'entêtement, totalement, catastrophique des Ukrainiens face à une situation qu'ils ne maîtrisent absolument plus. On Oui. voit aussi en France un certain nombre d'officiers généraux appartenant au cercle de réflexion interarmée plaider pour des négociations.
Voilà, et puis pour la petite histoire, c'est pas inintéressant. Elon Musk, le propriétaire de X, donc ex-Twitter, à l'occasion d'une discussion, a à son tour déclaré haut et fort que l'Alliance Atlantique aurait dû être dissoute en 1991 et qu'elle ne contribuait aujourd'hui qu'à créer des tensions. On voit quand même je dirais ces opinions sur le rôle de l'OTAN, sur l'issue de la guerre, être de plus en plus fort aujourd'hui et plaider finalement pour une fin du conflit. Et pour conclure, vous vouliez également revenir, enfin, je ne sais pas si vous vouliez aborder, s'il y avait un sujet qui vous touchait, Et alors, qui tenait plus je, à je cœur que pense l'autre? Oui. voilà, il y a 2 choses qui sont importantes, c'est de voir que, Trump aux États-Unis a de plus en plus de chances d'emporter les présidentielles. Non seulement il a placé beaucoup de membres de sa famille au sein du parti républicain, on voit que Biden est complètement, maintenant, dépassé, et surtout, Trump a fait des déclarations très intéressantes sur la réforme des services de renseignement, en disant que dès qu'il arriverait aux affaires, il ferait des réformes en profondeur, considérant que c'était des organismes bureaucratiques, que c'était des organismes très marqués, très gauchistes, a-t-il dit, qui avaient, intenté contre lui des actions en justice, on s'en souvient, sans fondement, puisque ça a encore été prouvé par des travaux de journalistes ces derniers jours. Et puis deux points qui me paraissent importants sur le Proche-Orient pour terminer rapidement, qui sont à mon sens deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on voit de plus en plus de membres de la communauté de la diaspora juive, et c'est le cas en France, s'élever contre ce qui Oui. se passe à Gaza et durcir le ton, et je trouve que ça doit être salué et rappelé haut et fort. Et puis une bonne nouvelle, même si c'est quelque chose d'un peu tragique, c'est que le guide des frères musulmans, qui est le chef de toute cette confrérie, et 13 autres personnes ont été condamnées à mort en Égypte pour leur rôle dans les émeutes et dans ce qui s'est passé à l'époque du président Morsi. Et cette organisation terroriste qui est à l'origine de tous les groupes djihadistes armés, comme les Jamaïs Islamiyah, les djihadistes islamiques, donc est aujourd'hui en train de subir des coups extrêmement forts en Égypte. Et comme le Hamas, on n'est pas sûr qu'elle disparaîtra, mais au moins les institutions égyptiennes font là un travail très utile. Ouais, merci beaucoup Éric de Nessé pour ce Merci. tour de géopolitique. Je rappelle que vous êtes directeur du CFDR, Centre français de recherche sur le renseignement. Merci à vous tous de continuer de nous écouter. Dans